Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment contente de vous retrouver et pour cette reprise en période d'Halloween. Bon, je sais que je suis un petit peu trop en retard, mais dites-vous que je suis là pour allonger le plaisir et pour vous offrir un Halloween vibe après Halloween. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un lieu fascinant, aussi beau qu'inquiétant. Son nom, Crater Lake. Sous ses eaux d'un bleu hypnotisant, il cacherait des secrets que même le temps n'a pas pu effacer. Alors, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner en attendant de nous retrouver juste après le générique. Le parc national de Crater Lake a été officiellement fondé le 22 mai 1902. Perdu dans le sud de l'Oregon, ce vaste territoire renferme un lac au bleu presque irréel, Crater Lake, qui d'ailleurs donne tristement et fièrement son nom au parc. Donc le parc Crater, le lac Crater. Autour, des collines silencieuses et des forêts sombres à perte de vue. Ces forêts-là et cette ambiance-là rappellent que l'humain n'est ici que visiteur éphémère, toléré par une nature ancienne et indifférente. Le lac dort au creux d'une caldeira profonde née il y a environ 7700 ans après l'effondrement du volcan Mont Mazama. Aucune rivière n'y entre, aucune n'en sort. Les eaux se régénèrent par un fragile équilibre entre l'évaporation, la pluie et la neige. Ces eaux d'un bleu limpide sont les plus profondes des États-Unis et parmi les plus abyssales du monde. Au centre du lac, deux îles émergent comme des secrets oubliés. Le Wizard Island, petite île d'à peine 1 km² qui a été nommée ainsi pour sa ressemblance avec un chapeau de sorcier. Et elle est souvent dite hantée. De nombreux témoignages y ont signalé des feux de camp, mais malgré des enquêtes menées par les gardes forestiers, aucune trace d'incendie, de fumée ou de cendres n'a jamais été trouvée. Puis, il y a la Phantom Ship, un pilier rocheux fantomatique près de la rive sud du lac. La silhouette de cet îlot évoque étrangement la carcasse d'un navire pétrifié, d'où son nom, Phantom Ship. Ce qui est incroyable avec cet îlot, c'est que, selon l'heure de la journée et l'angle de vue, il semble disparaître puis réapparaître comme par magie. Mais le vrai mystère du lac, c'est le Old Man of the Lake, ou le vieil homme du lac. C'est un tronc d'arbre, auparavant vivant, qui flotte parfaitement vertical à la surface du lac, et ce, depuis plus d'1 siècle. Seulement une petite partie du tronc est émergente, et elle fait environ 1 mètre, alors que le plus long, 9 mètres, reste immergé sous les eaux. La décomposition de ce bois, du bois du Old Man of the Lake, semble figée, comme si le temps lui-même hésitait à s'en approcher. Dans cette région, les étés sont secs et trompeusement paisibles. Mais l'hiver s'abat avec une rudesse rare. La neige, abondante, ne fond souvent qu'à la mi-juillet. Et même au plus chaud de l'année, les eaux du lac, en surface, ne dépassent jamais 16 degrés Celsius. Imaginez un petit peu les températures en profondeur. Les peuples autochtones de la région, les Klamath, murmurent que le lac est un lieu sacré, un genre de seuil entre deux mondes. Selon leur récit, l'esprit du mont Mazama, Yao, ou l'esprit des mondes souterrains, et Skel, l'esprit d'en haut, se sont affrontés dans une bataille épique. La cause de cette bataille est que Yao, obsédé par la fille d'un chef Makalak, l'avait voulu pour lui. Et le refus de la fille a juste transformé son amour en haine, ce qui a fait trembler la terre, provoqué l'effondrement de la montagne et créé cette immense caldeira qu'occupe aujourd'hui Crater Lake.
Skell, voyant la souffrance des Macalaques, s'est interposé et certains récits racontent que Skell a tué Yao et a jeté ses restes dans le lac. Là, des créatures affamées ont tout dévoré de lui, sauf sa tête. C'est pour cette raison que les autochtones affirment que l'esprit de Yao, ou plutôt sa colère, hante encore les abords du lac, piégeant quiconque qui oserait troubler son repos. Donc, les Klamath et les Macalaques ont depuis toujours considéré Crater Lake avec une méfiance respectueuse. Beaucoup d'entre eux croient que ces eaux sont trop puissantes, trop dangereuses qu'on s'en approche lentement. Et certains vont même jusqu'à dire qu'il ne faut pas le regarder trop longtemps, de peur d'y voir ce qui s'y cache encore. Arrivé à ce stade, je suis sûre que la plupart d'entre vous se disent « Mais qu'est-ce que tu nous racontes là? Il n'y a pas d'horreur ici. » Juste une légende urbaine déformée ou embellie au fil des siècles. Et je suis d'accord. Mais il fallait bien que je vous présente l'endroit, car il faut savoir que derrière la beauté paisible de ce lac se cachent des récits bien réels, des événements si troublants qu'ils font vaciller la frontière entre le mythe et la réalité. Ce lieu, malgré sa magnificence, a une sombre histoire de mort accidentelle, de suicide, et même de meurtre. Dans certains cas, des corps ont été perdus dans les bois denses qui entourent le lac pour n'être découverts que des années plus tard, ou plutôt juste ce qu'il en restait. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Crater Lake a été le théâtre d'étranges tragédies aériennes, qui, encore aujourd'hui, demeurent inexpliquées. Plusieurs avions militaires américains se sont abîmés dans ces environs, comme si une force invisible les attirait inexorablement vers les profondeurs bleues du lac. L'un des premiers incidents connus s'est produit au printemps de 1944. Ce jour-là, 2 bombardiers torpilleurs Grumman TBF Avengers survolaient la région lors d'un exercice de routine. Le ciel était clair et la visibilité parfaite. Pourtant, selon le seul pilote survivant, quelque chose d'inexplicable s'est produit. Alors qu'il s'est retourné pour vérifier la position de son ailier, il n'a vu que du vide. Plus aucune trace du second appareil, aucune trace de fumée, aucun bruit d'impact et même pas un appel radio. Seulement le silence. Un silence anormal et lourd, comme si le lac avait avalé le son lui-même. À sa connaissance, son partenaire s'était juste volatilisé. Ou peut-être s'était-il écrasé dans Crater Lake, mais sans la moindre explication et sans le moindre signe de panne. Pourtant, au sol, aucun témoin n'a vu un avion s'écraser ce jour-là. Aucun éclat métallique n'a jamais refait surface et les eaux cristallines du lac n'ont jamais livré le moindre débris. L'armée américaine, en vue des circonstances politiques de l'époque, aurait classé l'incident secret, craignant que la nouvelle d'un bombardier disparu dans des circonstances aussi étranges ne sème la panique et ne ternisse son image en pleine guerre. Certains documents militaires retrouvés plus tard mentionnent vaguement une disparition en mission d'entraînement, sans aucune autre précision. Mais ça ne se termine pas là. Quelques mois plus tard, à la fin de l'année 1944, un avion d'entraînement de l'US Army s'est également écrasé dans la région, alors qu'il volait vers le nord avec un pilote et un artilleur à bord. L'appareil a bien été détecté par les radars. Puis, plus rien. Ni l'épave, ni les corps, ni même un fragment de métal n'ont jamais été retrouvés. Et ça, malgré des recherches intensives dans les forêts denses et escarpées autour du parc. Et des accidents comme ça, ils n'étaient pas isolés. Il y en a eu plein d'autres, dont un qui s'est passé un matin glacial du 3 décembre 1945. Ce jour-là, un escadron de 7 chasseurs Grumman F-6F Hellcat survolait le nord de la Californie en direction de Washington. Les appareils, des vétérans du Pacifique, volaient en formation serrée lorsqu'un brouillard dense est soudainement monté du lac et a englouti la moitié du groupe dans un rideau de brume opaque. Quand les pilotes ont enfin émergé de cette nappe grise, l'un d'entre eux manquait à l'appel. L'enseigne Frank Lupo, alors âgé de seulement 22 ans. Le chef d'escadrille a raconté plus tard que Lupo avait été aperçu pour la dernière fois en train de changer de réservoir d'essence en plein vol.
Une manœuvre risquée certes, mais courante à l'époque. Puis, le moteur de son Hellcat a commencé à tousser, à perdre de la puissance, et l'appareil a plongé brusquement vers la couche de nuages épais, et puis il a disparu à jamais. Encore une fois, aucune explosion, aucun débris, aucun signal radio. Le lac, une fois de plus, avait effacé toute trace de l'avion et de son pilote. Pendant près de 25 ans, le mystère est demeuré entier. Aucun reste, aucune épave, juste un nom sur une liste de disparus et des rumeurs qui enflaient, racontant que le brouillard de Crater Lake avait avalé autant d'hommes que d'avions. Puis, en août 1970, le hasard, ou peut-être quelque chose d'autre, a fait ressurgir le passé. Un garde forestier fraîchement embauché, Dave Payne Baker, explorait un secteur reculé du parc lorsqu'il est tombé sur un crâne humain. Le crâne était blanchi par le temps. Lorsque Dave raconte la scène des années plus tard, il se souvient encore de la sensation glaciale qu'il avait parcourue. Il avait placé le crâne dans son sac à dos, puis, sans dire un mot, il est allé le poser sur le bureau de son supérieur au poste des rangeurs. Les autorités alertées ont dépêché une équipe de la marine sur les lieux. Les fouilles ont permis de retrouver l'épave fragmentée d'un Hellcat dissimulé sous la végétation. Ils ont aussi trouvé un morceau d'équipement portant un numéro de série. Ce numéro correspondait exactement à celui de l'avion de Lupo. Les dossiers dentaires ont confirmé que le crâne appartenait bien au jeune aviateur disparu un quart de siècle plus tôt, a.k.a. Lupo. Les restes de Lupo ont été bien sûr remis à sa famille, mais leur soulagement n'a été que de courte durée, car personne n'a jamais pu expliquer comment son avion avait pu tomber à une telle distance du trajet prévu, sans signal et sans impact audible. Et pour beaucoup, Crater Lake n'avait pas simplement rendu un corps. Il avait rendu ce qu'il voulait bien rendre. Depuis cette découverte, les gardes forestiers affirment qu'il règne autour du site une atmosphère étrange. Certains disent qu'en fin de journée, lorsque le brouillard s'élève, on peut entendre le vrombissement étouffé d'un moteur tournant quelque part au-dessus du lac. Un moteur qui ne s'arrête jamais. Les habitants de la région eux-mêmes ont commencé à penser que ces accidents étaient beaucoup trop nombreux pour être de simples coïncidences. Certains parlent de courants aériens traîtres ou de conditions météorologiques changeantes. D'autres, plus superstitieux, prétendent que le lac lui-même ne tolère pas les intrusions. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Ça ne s'est pas limité aux avions militaires, puisque le 29 janvier 1975, Crater Lake a pris une autre victime dans ses filets, Charles McCullough. C'était un jeune photographe passionné de 19 ans, originaire de Virginie. Charles était aussi un randonneur expérimenté selon certaines sources. Il avait pour objectif de visiter chaque parc national pour prendre des photos des paysages et de la nature sauvage. Le 29 janvier 1975, Charles a séjourné quelques jours chez un ami à Eugene, en Oregon, avant de prendre un bus Greyhound en direction du parc national de Crater Lake. Avant de partir, il a dit à son ami qu'il reviendrait le lendemain, donc le 31 janvier 1975. Il lui a également fourni son itinéraire et lui a demandé de signaler sa disparition s'il ne revenait pas comme prévu. Ce qui montre en fait que c'était une personne responsable. Il faut savoir que Charles a toujours pris soin de garder contact avec sa famille et ses amis lorsqu'il était en voyage, ce qui vient confirmer les déclarations de cet ami de Eugene. Comme vous vous en doutez, Charles n'est pas revenu le 31 janvier, sinon il ne serait pas dans cet épisode. Et dans le doute, son ami à Eugene a attendu jusqu'au 1er février, mais ne le voyant pas arriver, il a fini par signaler sa disparition. La dernière fois où il a été vu, Charles portait un jeans bleu délavé, un pull col roulé blanc à motif marron, avec, par-dessus, une jaquette à capuche bleue. À ses pieds, il avait des bottes de randonnée faites pour marcher dans la neige. Charles avait avec lui un sac à dos de randonnée qui, en plus de ses pièces d'identité, contenait des vêtements de rechange, un kit de scout, un couteau de poche artisanal, un porte-clés avec ses clés de voiture dedans, un appareil photo Nikorama de très grande valeur, ainsi que plusieurs films 35 mm dans des cassettes noires et des ustensiles de camping. Mais bizarrement, il n'avait
pas vraiment de matériel de camping en tant que tel, c'est-à-dire il n'avait pas de tente et même pas de sac de couchage, ce qui est bizarre surtout si tu prévois passer une nuit dehors en plein hiver. Charles avait un van Volkswagen, mais nous savons déjà à ce stade qu'il ne l'avait pas pris puisqu'il a fait le chemin en transport en commun et en stop. Du coup, la dernière fois que Charles a été vu, c'était au Diamond Lake Resort le 30 janvier. Un garde forestier s'était souvenu l'avoir embarqué avec lui depuis Diamond Lake Resort jusqu'à l'entrée du parc de Crater Lake. Ce qui est logique puisque Crater Lake se trouve au sud-est d'Eugene, le long de la route 138, et le Diamond Lake Resort se trouve pile sur ce chemin. À Crater Lake, ce fameux 30 janvier 1975, la couverture en neige pouvait atteindre 24 mètres par endroit. En supposant que la personne que le garde forestier a embarquée était bien Charles car elle répondait à sa description, il aurait été la dernière personne à l'avoir vu vivant. Et en sachant que, mec, t'es un garde forestier, tu connais bien la zone, ça te serait pas venu à l'idée de le dissuader d'aller dans le parc, connaissant les conditions climatiques merdiques qu'il y avait à ce moment-là? Ou peut-être qu'il l'a fait et que Charles s'est obstiné. Mais ça, on ne le saura jamais. Bref, je vous épargne les détails, mais il faut savoir que dès que Charles avait été déclaré disparu, des recherches actives ont été menées dans le parc. Des avions ont été déployés, des équipes de recherche avaient regardé aux alentours du lac, des avis de disparition avaient été placardés et publiés dans les journaux, mais sans aucun succès. Puis, presque 2 ans plus tard, le 18 octobre 1976, des randonneurs sont tombés sur un sac à dos et un porte-clés près de Bybee Creek, dans Crater Lake. Les randonneurs ont remis ces affaires au garde forestier et rapidement, on s'est rendu compte que les clés étaient celles du van de Charles. Du coup, les gardes forestiers ont retourné la zone où les affaires de Charles avaient été trouvées. Et là, ils ont trouvé du matériel de camping, un crâne humain, un os de mâchoire inférieure et plusieurs autres os éparpillés. Ce qui est intriguant ici, c'est la position dans laquelle Charles avait été retrouvé selon certains articles. Apparemment, son jean avait été retrouvé déboutonné avec seulement ses tibias au bas du jean et ses os de pied dans les chaussettes juste après, comme quand on porte des jeans et des chaussettes en fait. Sauf que, mis à part ça, il n'y avait rien d'autre. Pas de bassin, pas de jambes, pas de torse, pas de bras. Juste les extrémités de ses tibias. Mais par souci de clarté, en fait, cette description n'a été rapportée que dans les journaux. C'est-à-dire que tous les rapports officiels, y compris ceux du FBI et du sénateur William L. Scott, ne mentionnent pas ce détail étrange. L'examen nécropsique des restes de Charles n'ont révélé aucun traumatisme. Donc, ils ont conclu à une mort suite au froid. Il est plus que probable que la neige profonde, l'isolement et l'absence d'équipement adapté peuvent expliquer la mort de Charles. Mais ces étranges découvertes, le jean seul sur une souche, les ossements éparses, les objets manquants, car je ne sais pas si je l'ai mentionné, mais dans son sac, le sac à dos qu'il a été retrouvé, il n'y avait plus sa caméra. Donc, il y a pas mal de zones d'ombre qui composent une énigme. Et cette énigme ajoute une couche à l'aura macabre de Crater Lake. Et si ce n'est pas déjà assez troublant, en 2006, dans un twist étrange, les restes de Glenn Allen Mackey, un ingénieur de 33 ans qui faisait lui aussi le tour des parcs nationaux de l'Ouest au moment de sa disparition, ont également été retrouvés près de Bybee Creek. Mackey a disparu en octobre 1991. Sa voiture a été trouvée sur le parking de Rim Village. Son permis de conduire, ses clés, son passeport, son argent liquide et même sa trousse de toilette étaient dans la voiture. Mais il n'y avait aucune trace de lui. Il n'est pas possible de confirmer la localisation exacte des restes de Mackey puisque Bybee Creek est quand même une assez grande étendue d'eau, mais si Charles et Glenn ont été trouvés dans la même zone, ça voudrait dire que quelque chose ou quelqu'un tuerait ces gens et les amènerait à cet endroit exprès. Dans la même période où Mackey a été retrouvé, une autre disparition étrange a frappé Crater Lake, mais cette fois-ci, elle concernait un enfant. Un jeune garçon de 8 ans du nom de Samuel Bulkey. Sam était avec son père Ken ce jour-là. Vers 16 heures, Ken et Sam se sont arrêtés à environ 500 mètres à l'est du parking de Fleetwood Cove.
Il s'était arrêté pour jouer à cache-cache sur une pente de centre, où Sam a vu un rocher jaune qu'il espérait être doré, comme tout enfant de son âge, quoi. Alors que l'obscurité approchait et que son père marchait sur une courte distance jusqu'à la voiture afin que les deux puissent retourner à leur cabine qu'ils avaient louée près de Diamond Lake, Sam est resté sur la pente. Il ne voulait pas descendre. Son père a commencé à marcher vers lui pour le ramener à la voiture, mais l'enfant, pensant probablement que c'était un jeu, a maintenu une distance d'environ 15 mètres entre lui et son père. Mais le pauvre père n'a jamais pu attraper son fils, puisque c'est à ce moment-là qu'il l'a perdu de vue pour ne plus jamais le retrouver. Malgré des recherches intensives, malheureusement Sam n'a jamais été retrouvé, ni lui, ni ses restes, ni même un indice qui pourrait expliquer ce qui lui était arrivé. Alors, si les disparitions à date ne vous ont pas impressionné, enfin pas tant que ça, dites-vous que Crater Lake a aussi son lot de fantômes et de lieux hantés. Mais j'ai choisi de vous raconter une histoire en particulier. Le soir du 26 février 1975, Jan Noon avait conduit son mari Dave, sa fille et son petit-fils à l'aéroport où Dave devait les ramener chez eux à Salem à bord de son Cessna 182 bleu. Dave Noon était un retraité de l'Air Force de 45 ans. Il s'était reconverti en aide enseignant dans le département de la boutique du lycée de Klamath Union. À l'aéroport, il était attendu par 2 étudiants en pilotage, Jim Pryor et Matt Perkins, tous les deux âgés de 17 ans. Ils allaient l'accompagner pour cumuler des heures de vol. Dave devait donc déposer sa fille et son petit-fils à Salem et rentrer avec ses étudiants pour 22 heures. Jan se rappelle les avoir déposés et être rentrée chez elle. Ce soir-là, elle avait eu froid, donc elle s'est couchée sous une couverture électrique chaude. Vers 21h30, Jan s'est réveillée avec la sensation d'une main froide sur sa jambe. Une main froide entre sa jambe et la couverture électrique. Alors, elle a directement regardé l'heure et sans plus y réfléchir, elle a appelé l'aéroport et leur a dit que l'avion a piqué du nez à 21h20 et que les passagers, incluant son mari, étaient morts à 21h30. À l'autre bout du fil, la personne abasourdie n'a rien pu faire d'autre que lui dire que la tour de contrôle a en fait perdu l'avion vers 21h20 alors qu'il était à 11 000 pieds d'altitude. L'avion avait disparu des radars alors qu'il survolait Crater Lake. Plus tard, Jeanne a raconté qu'elle avait eu une prémonition pendant 2 semaines avant la disparition de l'avion. Elle savait que quelque chose allait arriver à quelqu'un dans sa famille, mais elle ne savait pas que ce serait son mari. Des recherches intensives et à grande échelle avaient bien sûr été lancées, mais sans aucun succès, et Dave a fini par être déclaré mort. Puis, le 5 juillet 1982, soit 7 ans plus tard, un randonneur a aperçu une épave lourdement maganée par le temps. L'épave était à la base d'un arbre dans une zone densément boisée du côté nord de Huckleberry Mountain, au nord d'Union Creek. À l'intérieur de l'habitacle, il y avait 3 squelettes, Jim, Matt et Dave. Dans le portefeuille de Dave se trouvait un papier plié, sur lequel il y avait une note manuscrite macabre et presque prémonitoire. Elle disait « Lose not thine airspeed, lest the ground dries up and smite thee », ce qui se traduit par « Ne perds pas ta vitesse de peur que le sol ne se soulève et ne te frappe ». C'est un vieux dicton d'aviation souvent cité par les pilotes qui signifie « Garde toujours une bonne vitesse de vol, sinon tu risques de t'écraser ». Encore une tragédie teintée de zone d'ombre. Qu'est-ce qui s'est passé avec cet avion ce soir-là? Qu'est-ce qui a réveillé Jeanne à 21h30? Comment savait-elle même avant l'aéroport ce qui est arrivé à son mari? Et pourquoi l'absence totale de traces pendant 7 longues années alors que la zone a été ratissée? D'autres histoires encore plus étranges se sont déroulées à Crater Lake, mais j'ai voulu conclure avec un témoignage que j'ai trouvé sur le subreddit No Sleep par J.L. Goodwin 1990, que je vais appeler Marcus, et que j'ai pensé être parfait pour cette période horrifique de l'année. C'est une histoire que j'ai adoré lire et que j'ai voulu vous partager presque telle qu'elle. Marcus ne savait pas par où commencer. Ça faisait presque 1 an et il n'avait toujours pas réussi à comprendre ni à gérer ce qui s'était produit ce jour-là. Les psychologues et les psychiatres qu'il avait consultés lui répétaient que ce qu'il avait vécu n'aurait jamais pu se produire.
Mais malgré leurs paroles et leurs médicaments, Marcus savait. Il savait au plus profond de lui que c'était bel et bien arrivé. Il a donc choisi de raconter son expérience, à la fois pour tenter de se libérer d'une partie de la culpabilité et de l'horreur qu'il portait depuis, mais surtout pour avertir quiconque pourrait être tenté par cette aventure. Marcus avait toujours adoré la plongée sous-marine. Certifié dès l'âge de 16 ans, il avait exploré des eaux douces et salées, et cette passion lui avait permis de rencontrer de nombreuses personnes talentueuses. Tyler était l'une de ces personnes, et c'était l'un de ses meilleurs amis. Tyler était casse-cou et toujours à la recherche de sensations fortes, et il avait été pris sous l'aile de Marcus, qui était plus expérimenté et plus âgé que lui. Avec le temps, leur lien s'était renforcé au point qu'ils se considéraient comme des frères. Même séparés par des états différents, ils se retrouvaient chaque année pour un voyage de plongée. Enfin, chaque année, jusqu'à ce que la pandémie vienne briser cette routine en 2020 et 2021. Les appels et les messages restaient, mais l'intimité des voyages partagés s'était dissipée. Puis, un après-midi d'avril 2022, Marcus a reçu un appel de Tyler. La gaieté habituelle de ce dernier semblait avoir disparu. Il explique à Marcus que son travail l'avait mis à pied pour des raisons budgétaires, qu'il avait dû accepter des bons alimentaires et des chèques de l'aide sociale, et qu'en parallèle, Veronica, sa petite amie depuis près de 7 ans, avait mis fin à leur relation. Marcus savait à quel point Veronica comptait pour Tyler, et voir son amie vidée par ses pertes l'attristait profondément. Alors, debout dans sa cuisine, tenant son téléphone, Marcus se sentait impuissant. Enfin, jusqu'à ce qu'une idée lui traverse l'esprit. Là, il a proposé à Tyler un petit voyage improvisé. Quelques jours de congé, juste eux deux, pour plonger et se changer les idées. Tyler, d'abord sceptique, s'inquiète des restrictions liées à la pandémie, mais Marcus lui a assuré viser un endroit peu fréquenté. Il a mentionné un lieu qu'ils avaient toujours voulu explorer mais qu'ils n'avaient jamais pu. Crater Lake. Après un moment de silence, Tyler a cédé. Sa curiosité et un peu d'excitation renaissaient dans sa voix. L'accord étant conclu, ils ont passé le reste de la journée à peaufiner les détails avant de raccrocher. Cette nuit-là, Marcus s'est endormi en regardant une photo du lac accrochée à son mur, inconscient que ce serait la dernière nuit de sommeil paisible qu'il connaîtrait de sa vie. Le lendemain matin, Marcus a emballé l'équipement nécessaire et a conduit vers Salt Lake City pour récupérer Tyler. À la vue de son ami, il a remarqué l'excitation infantile qui le saisissait et il a senti la même anticipation monter en lui alors qu'il se dirigeait vers le nord-ouest, mêlant risque et émerveillement. Après plusieurs heures ponctuées de pauses, ils passèrent la nuit à Calumet Falls avant d'entrer dans le parc national de Crater Lake le lendemain. À l'entrée, ils ont prétexté une randonnée en raquettes, montrant le matériel acheté en ville comme couverture. Le garde les avertit de certaines zones difficiles à cause de la neige récente, et ils l'en remercient avant d'avancer dans le parc. Après quelques minutes de marche, ils se sont retrouvés devant la vue époustouflante du lac. Marcus et Tyler ont échangé un sourire et un high-five avant de se diriger prudemment vers la rive. Ils ont caché leurs sacs derrière des rochers et se sont déshabillés pour révéler leurs combinaisons sèches en dessous de leurs habits. Puis, ils se sont aidés mutuellement à enfiler leurs réservoirs et leur matériel. Une fois leur cagoule en place, Marcus a jeté un œil à Tyler. Son ami arborait un sourire idiot, signe qu'il était prêt et excité. Marcus a alors glissé ses palmes et s'est avancé dans l'eau glaciale. Malgré la combinaison sèche, le choc de l'eau l'a fait frissonner. Il s'est enfoncé dans des profondeurs plus profondes et il était suivi de Tyler. Et ensemble, ils ont admiré la clarté surréaliste de l'eau de Crater Lake. Les eaux étaient si limpides qu'elles semblaient irréelles, presque magiques. Ils se sont dirigés vers Wizard Island. Ils ont pris des photos et enregistré la scène. Marcus savait pertinemment que la plongée dans le lac était interdite, mais les règles ne faisaient pas le poids face à leur fascination pour ce lieu. Alors qu'ils progressaient le long du fond rocheux près de l'île, Marcus se sentait étrangement en paix. Le seul bruit était celui du flux régulier des bulles. Il a alors vérifié sa jauge. Il lui restait 2 heures. Soudain, Tyler a pointé quelque chose devant eux. Un banc de saumon coquanille, rouge vif.
Ils dansaient dans la clarté de l'eau. Marcus a alors pris plusieurs photos tandis que Tyler tentait de s'approcher prudemment des poissons. Alors que tous les deux exploraient plus loin, Marcus a senti un vertige en regardant le fond tomber dans l'abîme. Après tout, Crater Lake, c'est le lac le plus profond des États-Unis. Il dépassait facilement les 500 mètres de profondeur, et malgré la transparence de l'eau, le fond restait noir et invisible. Marcus se ressaisit alors et se rappelle à lui-même qu'il s'agissait d'un lac, et qu'il n'y avait pas de prédateurs dangereux ici. Pendant ce temps, Tyler s'était un petit peu trop avancé. Marcus a alors donné un coup de palme pour le rejoindre, mais en s'approchant, il a senti quelque chose glisser contre sa jambe, puis sur son épaule, et enfin s'enrouler autour de sa cheville. C'était une racine noire, épaisse, couverte de mousse provenant de la souche géante qui flottait plus loin. D'autres racines similaires glissaient dans l'eau, comme des serpents. Marcus a alors crié et a tenté de se libérer, mais sans succès. Tyler, voyant sa lutte, avec un couteau, et Marcus a enfin senti la racine se desserrer. Mais lorsqu'il s'est retourné, l'horreur l'a frappé. C'était Tyler qui était maintenant capturé. Les racines s'enroulaient autour de son corps, brisant son poignet, arrachant son régulateur et son réservoir d'air. Les racines le maintenaient prisonnier. Marcus a assisté impuissant à la scène, tandis que la souche semblait protéger son secret, éloignant Marcus de son ami. Un tentacule géant a frappé Marcus à l'arrière, le désorientant, et il a vu l'eau se teinter d'un rouge effroyable. Tyler fut aspiré par l'ouverture de la souche, et Marcus ne put détourner le regard. Les racines l'ont serré, le tirant dans le gouffre de la souche, tandis que l'eau devenait un mélange de vert et de rouge. L'appareil photo du poignet de Tyler clignotait brièvement, révélant un aperçu de l'horreur à l'intérieur, avant que la souche ne se referme complètement, redevenant d'apparence normale. Marcus a alors nagé désespérément vers la surface et le rivage. Arrivé, il a craché son régulateur et s'est évanoui. Il s'est réveillé 2 jours plus tard à l'hôpital, la tête bandée. Les policiers et les gardes du parc l'ont informé que Tyler avait été déclaré noyé. Marcus a reçu une amende et une interdiction à vie du parc. Les parents de Tyler et Veronica l'ont blâmé pour la mort de son ami. Et malgré les assurances des médecins, il fut consumé par la culpabilité. À l'approche du premier anniversaire de cette tragédie, Marcus ne pouvait s'empêcher de se replonger dans ce cauchemar, le lac Crater Lake, ses eaux profondes et claires, et cette souche centenaire qui semblait receler des secrets bien plus terrifiants que la simple noyade. Il a voulu publier son récit comme un avertissement. Le parc national de Crater Lake est certes magnifique, mais il faut absolument rester à l'écart de cette souche, du Old Man of the Lake, et de tout ce qu'elle peut cacher sous les eaux paisibles en surface. Voilà ce que j'avais pour vous aujourd'hui. J'ai voulu vous offrir quelque chose de particulier pour Halloween et j'espère que j'ai réussi. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire et surtout dites-moi quel était votre déguisement cette année. Moi c'était moitié squelette, moitié Pennywise. Je n'arrivais pas à me décider alors j'ai fait les deux. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Amusez-vous bien, soyez bienveillants et surtout, restez safe. Ciao!